entendez ce que je dis sur le sentiment qu'on met en danger mon pays. Qu'à un moment, si vous voulez, les économies prévues par ça, d'après la Direction générale du Trésor, c'est 0,1 point du PIB. On est en train de parler de la République. On est en train de parler d'un sentiment de dégoût qui s'installe dans les classes populaires, qui est déjà là depuis 20 ans, mais qui est en train de s'ancrer beaucoup plus profondément. D'un détachement de la République. Et ça, on le met en balance avec 0,1 point du PIB. Je vous dis juste, dans un moment comme celui-là, si on est président de la République, on doit faire preuve de sagesse et de tendresse à l'endroit de son pays. Maintenant, je vais vous répondre, et je vais vous répondre par une question. Ça fait 40 ans qu'il y a de l'informatique, qu'il y a du numérique, il y a de la robotique dans notre pays. Ça fait 40 ans qu'il y a des gains de productivité. Où ils sont passés? Je vous interroge. Ben, de toute façon, vous me dites ça, mais les chiffres sont têtus. 1,7 pour un salarié. Donc, soit, mais en 40 ans, après, en 40 ans, on n'a pas cessé. Ah ben oui. Mais en 40 ans, regardez, il y a des écrans partout. Bien sûr, non, mais pardon, je vais vous répondre. En gros, ce que vous attendez comme réponse, c'est qu'on vous dise qu'il y a un problème sur le partage de la valeur. Vous savez, c'est ça le sujet. La question, pardon, on va aller au bout. Et c'est à 21h qu'on l'abordera. Non, mais il se trouve que le système des retraites à la française est basé sur une solidarité intergénérationnelle. Ce que vous dites, et on peut l'entendre d'ailleurs, ce que vous dites, c'est au fond, il faut sortir de ce système et aller chercher des recettes ailleurs. C'est-à-dire, non pas, ce ne sont plus les actifs... Vous répondez pour moi, là. Vous répondez pour moi. Non. Quand je vous dis... En tout cas, vous ne répondez pas à ma question. Où sont passés les gains de productivité dans la robotique, dans la numérique, voilà. Mais que proposez-vous alors? La première chose, je suis déjà venu pour dire... C'est dans les dettes. Non, mais... Pas du tout, mais c'est pas grave. Mais la première chose, elle est claire, c'est qu'il faut augmenter les salaires. Il faut indexer les salaires sur l'inflation. Et si vous indexez les salaires sur l'inflation, vous dire dans le partage de la valeur ajoutée. Vous savez, c'est le représentant de la CGC, des cadres, donc, qui est venu au nom de l'intersyndicale la semaine dernière, en commission des affaires sociales, et qui nous sort ça. Les données de la Banque de France montrent qu'entre 1997 et 2019, la part revenant aux salariés a baissé significativement de 53 à 54%, donc moins 5%. La part revenant aux actionnaires a triplé, passant de 5,2 à 15,8%. Bon, qu'est-ce qui se passe? Si vous donnez 2 points de plus au salaire, ça fait 12 milliards d'euros supplémentaires en cotisation sociale. Donc le premier point, si vous voulez respecter le travail, c'est d'avoir... Moi, je suis pour que les Français vivent de leur travail. Qui vivent de leur travail au présent, c'est le salaire. Et qui vivent de leur travail au passé, c'est la retraite, c'est le droit au repos. Vous voyez? Et donc, déjà, si on fait que les salariés sont correctement payés dans notre pays, qu'il n'y a pas 10 points de la valeur ajoutée qui, en gros, depuis 1983... Ça, pardon, pour que les gens qui nous regardent comprennent bien, ça veut dire ce que vous suggérez, c'est que par la loi, on décide d'indexer les salaires sur l'inflation. Ça s'est produit. Oui, par la loi. C'est pas la première fois que je viens défendre cette idée. Je la défends avec constance et je signale que 80% des Français sont d'accord avec l'idée de l'indexation des salaires sur l'inflation. Mais le gouvernement dit non. Pardon. Le gouvernement dit non. D'accord, mais excusez-moi, mais je suis dans l'opposition et vous savez, moi je viens au nom de la décence et du bon sens. Quand les Français, les manutentionnaires, les caristes, les auxiliaires de vie rendent service pendant la crise Covid et qu'on dit qu'on va les récompenser, le minimum, c'est que derrière, leur salaire ne soit pas grevé. C'est qu'au minimum, ça puisse évoluer en même temps que l'inflation. Voilà, c'est tout. Bonsoir François Ruffin. Bonsoir. Merci beaucoup de nous accompagner ce soir. J'en prie. On va passer 1 heure ensemble. Vous êtes député La France Insoumise de la Somme. Je salue aussi Bruno Jeudi. Bonsoir Bruno. Bonsoir Aurélie. Et Laurent Neumann. Bonsoir Aurélie. Écoutons l'intersyndicale qui s'est exprimée tout à l'heure. L'intersyndicale appelle toute la population à se mobiliser par la grève et la manifestation encore plus massivement le mardi 7 février, puis le samedi 11 février, pour dire non à cette réforme. Elle appelle d'ici là à multiplier les actions, initiatives, réunions ou assemblées générales partout sur le territoire, dans les entreprises et services, dans les lieux d'études, y compris par la grève.
On va regarder à quel point cette journée a été suivie. On va regarder les différentes villes où il y a eu mobilisation aujourd'hui. Vous allez voir aussi les chiffres. Plus de 2 800 000 personnes aujourd'hui selon la CGT, 1 272 000 selon les chiffres des autorités. Chacun s'accorde pour dire que c'était plus que lors de la première journée de mobilisation. Ce qui est notable, c'est que les habitants des villes moyennes manifestent aussi contre la réforme des retraites. On l'avait vu lors de la première journée, ça se confirme aujourd'hui. Il y avait manifestation à Arras, à Alès ou encore à Châteauroux, Rodez. La cadence s'accélère, je le disais, avec le calendrier de la semaine prochaine, le 7 et le 11 février. Et c'est toute la question ce soir. Est-ce que le mouvement doit se durcir, devenir une grève reconductible ? Écoutez, moi je suis pas Philippe Martinez, je suis pas Laurent Berger, je suis pas responsable syndical, donc simplement c'est aux travailleurs de décider chacun dans leur secteur de leur modalité d'action. En revanche, il y a une chose, je suis responsable politique. Et il y a un message très clair qui est passé ce soir à Emmanuel Macron. On avait dans l'opinion 7 Français sur 10 opposés à cette réforme. On a près de 9 salariés sur 10 qui sont opposés à ça. On a eu une première manifestation avec près de 2 millions de personnes. Là, on serait près de 3 millions de personnes pour revenir pour une deuxième journée. On a ça qui s'installe dans le pays très massivement. On a tous les syndicats qui sont unis. Moi, je pense que M. Macron doit faire preuve de responsabilité. Dans ce contexte-là, si on ne veut pas déchirer le pays, si on veut être respectueux de la République, si on veut en prendre soin, il faut retirer son projet. Il faut dire, un peu à la manière de De Gaulle, je vous ai compris, je vous ai entendu, je vous ai compris, et maintenant ça suffit. Parce que les gens qui sont là, ils ne souhaitent pas perdre davantage de journées de grève. Ils souhaitent pas bordéliser, comme le dirait un Darmanin. Tout ce qu'ils souhaitent, c'est faire leur travail. C'est soigner, c'est enseigner, c'est faire parvenir le courant là où il doit parvenir. C'est, dans mon coin, construire des embrayages dans les sous-traitants de l'automobile, des pièces d'avion, puisque vous avez mentionné les villes moyennes, mais y compris dans les petits bourgs. Il y a eu des premières manifestations. À Doulan, on n'avait pas vu de manifestation depuis 25 ans. À Péronne, à Albert, tout ça, c'est un pays qui est en ébullition. Les villes qui ne manifestaient pas d'habitude, qui se mobilisent aujourd'hui. Exactement. Et alors, c'est parfois quelques centaines de manifestants seulement, mais ça veut dire que c'est un ancrage très profond dans le pays. Et ça, Monsieur Macron doit aujourd'hui l'entendre. On a affaire à un pouvoir qui est en état de surdité. Je pense que la question aujourd'hui, elle est plus seulement sociale. Elle devient une question démocratique. Justement, François Ruffin, Elisabeth Borne réagit ce soir face à cette journée de mobilisation. Elle a tweeté, écoutez ce qu'elle dit, la réforme des retraites suscite des interrogations et des doutes. Nous les entendons. Le débat parlementaire s'ouvre. Il permettra dans la transparence d'enrichir notre projet avec un cap, assurer l'avenir de notre système par répartition. C'est notre responsabilité. Ce n'est pas la rue qui décide, en gros. C'est ce qu'elle vous dit. Vous répondez quoi ? D'abord, ça suscite pas des doutes et des interrogations. Ça suscite du rejet. D'accord? À 3/4 des Français qui disent qu'ils sont dans le rejet. Maintenant, ça dure depuis 2 semaines et des semaines. Donc, et les Français ont très bien compris. Vous savez, ils peuvent habiller la mariée autant qu'ils veulent, faire de la mousse, nous mettre du compte de pénibilité amélioré, nous mettre de l'index senior, machin bidule. Ils peuvent mettre tout ça. Les Français, ils ont compris. C'est 2 ans de plus. De où ils parlent? Nous, vous savez, on est des manipulateurs de signes ici. On manipule des mots. C'est pas trop lourd à porter. La réalité, c'est que les gens qui se sont bougés aujourd'hui, ce sont des gens qui portent des charges lourdes, ce sont des gens qui accompagnent des personnes âgées qui ont à les porter aussi. Je veux dire, moi, dans ma tête, quand je fais la manif du 19 dans mon coin, à Amiens, c'est quoi? C'est une aide-soignante qui a 55 ans, qui manifeste pour la première fois, après 33 années d'hôpital, parce qu'elle en peut plus. On a compris que la mobilisation était importante. La question, c'est de savoir, est-ce que vous allez réussir à faire plier le gouvernement? Elisabeth Borne dit, les 64 ans, on n'y touchera pas. C'est pas négociable. Vous savez, on en a vu des gouvernements droit dans leurs bottes et qui, après, quand il y a des millions de personnes qui sont dans la rue, ça tremble dans les guibolles. D'accord? Donc voilà, c'est ça qui est en train de se passer. Maintenant, il faut que on a eu, pour moi, une sortie de la torpeur avec la manifestation 19 janvier. Aujourd'hui, il faut que ça soit une contagion de l'espérance. Avec, en ligne de mire, évidemment, la semaine du 7 au 11, où ça, la rivière doit sortir de son lit. Donc grève reconductible, ce serait la meilleure option. Je vous le dis, c'est pas moi d'en décider. En revanche, le samedi 11, il est évident que nous, on doit trouver chacun un copain, un collègue, un cousin, à ramener par la main, parce que d'habitude, il va pas dans les manifs parce que c'est en pleine semaine et il est dans une petite entreprise où on fait pas grève d'habitude. Ben là, faut le prendre par la main et lui dire, hey, ce coup-ci, tu viens parce que tu travailles dans la restauration, mais ça, c'est pour toi aussi. Et donc voilà, je pense que là, pour le 11, il y a à avoir en vision le 11. Mais je le redis, moi. Je précise que le 11, c'est pas forcément une grève, parce que ça tombe au moment des départs en vacances. Et c'est toute la question à chaque fois pour l'intersyndicale, ne pas devenir impopulaire. Le mouvement est suivi, les syndicalistes se disent que ce serait dommage aujourd'hui de perdre le soutien de la population. Et on comprend bien quand on leur parle en off
que l'idée, c'est sans doute pas de faire grève le 11, c'est plutôt de se manifester. Vous savez, c'est les travailleurs qui en décideront, donc c'est pas moi de me positionner là-dessus. En revanche, on voit dans les sondages d'opinion, y compris quand on demande aux Français, si demain il y a des coupures de courant, si demain il y a des grèves dans les transports, ça sera de la faute à qui? 64% des Français qui disent ça sera de la faute du gouvernement. Ça, on en reparle le jour où ça se produit. Mais François Ruffin, pour paraphraser un prédécesseur de Madame Borne, ce n'est pas la rue qui gouverne, d'autant plus que maintenant le texte il est à l'Assemblée. Aujourd'hui, c'est l'Assemblée qui a la main sur ce texte, et c'est vous qui, parce que vous saurez convaincre les autres collègues députés, qui arriveraient peut-être, qui parviendraient peut-être à bloquer le texte. Je suis très dubitatif sur ce qui va pouvoir se passer à l'Assemblée. Que ça soit un point, une chambre d'écho de ce qui se passe dans le pays, c'est une chose. Maintenant, depuis le début du mandat, je dis il y a une majorité objective. Vous êtes plus pessimiste que Laurent Berger, qui justement lui dit que les députés, en faisant pression sur les députés, on va le faire. Je veux dire, on va le faire, mais d'être dans l'intérieur, en tout cas, il y a une majorité objective à l'Assemblée nationale qui correspond pas à la majorité du pays, qui est qu'entre la République en marche et les Républicains, alors, on va voir s'il y en a qui disent, comme le disait Monsieur Souillot de Force Ouvrière tout à l'heure, peut-être qu'ils vont se dire, si je veux pouvoir continuer à aller sur les marchés tranquillement, il faut que je fasse la post-pipi. Je crois moins qu'ils voteront contre que peut-être qu'ils seront en post-pipi au moment des votes clés sur ce texte de loi. Aujourd'hui, on a bien compris, c'est la réforme des retraites qui fait descendre les gens dans la rue. Mais est-ce qu'on n'a pas assisté aujourd'hui finalement à la première grande manif des classes moyennes? Au fond, bien sûr que cette réforme des retraites, ils sont contre, sinon ils ne manifesteraient pas. Mais cette réforme des retraites, elle vient s'ajouter, et c'est tous les témoignages qu'on a eus depuis ce matin, dans tous les cortèges, ça vient s'ajouter à l'inflation, le prix des carburants, l'éloignement des services publics. Au fond, c'est tout ça qui viennent dire. Ceux qui étaient dans la rue aujourd'hui, c'est ceux qui gagnent entre 2000 et 2500 euros par mois et qui se disent mince, 2 ans de plus, c'est bien ça, on a bien compris ce qui s'est passé aujourd'hui. Je pense qu'il y a un grand sentiment d'injustice, d'une brutalité qui est faite à l'égard des gens qui ont tenu le pays debout pendant la crise Covid. Il faut quand même repartir de là. C'est la manif des classes moyennes. Des classes intermédiaires, mais aussi des classes populaires aussi. Quand il y a une manif à Friville-Escarbotin, vous savez, c'est que c'est la métallurgie qui sort dans mon coin, dans le Vimeux. Donc c'est une alliance des classes populaires et des classes intermédiaires qui fait ça. Mais de mon point de vue, faut repartir de la crise Covid. On a à ce moment-là les agents d'entretien, on a les aides-soignants, on a les manutentionnaires, on a les caristes qui font le boulot, qui tiennent le pays debout. Et le président de la République, il leur dit, il faudra se rappeler que notre pays tout entier repose aujourd'hui sur ces femmes et ces hommes que nos économies reconnaissent et rémunèrent si mal. À la sortie, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a pas de récompense pour tous ces métiers-là. Au contraire, ils restent dans la même dureté. On a l'inflation qui vient gréver les petits salaires, première peine, et là on leur dit, vous allez devoir faire 3 mois, 6 mois, 9 mois, 1 an, 2 ans de plus pour des métiers où alors, vous savez, on a une vision du travail quand on est à Paris qui ne correspond pas à la réalité. Quand dans les années 80, quand on demandait aux Français, aux salariés, quel pourcentage subissait une contrainte physique, c'était 12% des salariés qui subissaient une triple contrainte physique. Aujourd'hui, on se dit, après 40 ans de robotique, d'informatique, de numérique, ça doit aller mieux. Aujourd'hui, c'est 34%. Ça veut dire que à 55 ans, il y a des tas de métiers dans la grande distribution, dans les ateliers de logistique, où on se dit mais comment je vais faire pour pousser jusqu'à 60, 62 ans, 64 ans? C'est ça, c'est des questions très concrètes dans la vie des gens. Mais si vous me permettez, je poursuis la question de Bruno Jeudi. Depuis le début de cette mandature, vous répétez, vous n'êtes pas le seul, que le centre de gravité du pouvoir a changé. Qu'avant, il était à l'Élysée, à Matignon, et que maintenant, le pouvoir est au Parlement. Et d'ailleurs, on a un Parlement, une Assemblée nationale qui ressemble assez à l'image politique du pays. Et là, tout à coup, si cette loi a été votée, comment vous allez faire pour dire finalement, le centre de gravité, le pouvoir n'est pas à l'Assemblée, il est dans la rue? Non, mais vous savez, si vous m'écoutez... Personnellement, mon discours a assez peu changé. On demeure dans la 5e République et le pouvoir, il est incarné par un seul homme. Et je dirais même que cette réforme, elle incarne sa toute-puissance. Pourquoi? Parce que là, c'est plus une question de comment on va faire pour combler le trou, qui n'existe pas pour l'instant. C'est devenu, et il l'a dit, ce qui est en jeu, c'est l'autorité de votre serviteur, Emmanuel Macron. Ce qui est en jeu, c'est ça. C'est une question puissamment politique, c'est une question de pouvoir. Et je dirais Alors, si elle est votée, vous faites quoi? Si la réforme est votée? Vous savez, le CPE a été voté et finalement il a été annulé parce que les manifestations, elles ont continué. Donc je le dis, le centre de gravité, il n'est pas à l'Assemblée nationale. Le centre de gravité, il est clairement dans ce qui prend dans le pays. Et je reviens sur ça. Là, ce qui est en jeu, c'est un enjeu profondément politique. Le souci qu'on a, c'est qu'on est presque dans... pour moi, Macron est le reflet d'une élite qui fait sécession.
mais il y a une psychologie particulière qui est là-dedans. C'est que on a l'impression qu'il s'entête, et plus à la limite il y a du monde qui en veut pas de sa réforme, plus il tient à la passer par la force pour démontrer sa toute-puissance. Mais pardon, vous allez en faire un marqueur de son autorité. Pardon, oublions 2 secondes Emmanuel Macron. D'autres avant cette majorité-là ont fait des réformes de retraite extrêmement impopulaires. Il y a eu aussi par le passé, je pense à 2010, des millions de gens dans la rue. Et puis finalement, les réformes sont passées. Alors est-ce que la rue, ça suffit à faire plier un gouvernement? Vous savez, je ne peux pas vous dire on gagne tout le temps. Mais il y a des fois où on gagne. On a gagné en 95, on a gagné avec le contrat première embauche. Il arrive qu'on gagne. Donc quand il y a un mouvement qui démarre avec 2 journées qui rappellent les meilleurs temps des années 90, je vais pas venir ici avec une mine déprimée en nous vous disant « Ah bah bon sang, on va encore perdre, qu'est-ce que c'est terrible !» Non, je vous dis là, je pense, malgré la puissance de la résignation qui est ancrée dans la société française, malgré sa grande lassitude après 3 années de crise Covid, de guerre en Ukraine, je dis, il y a une sortie de la torpeur. Il y a une sortie d'une hibernation, résignation. Il y a une sortie de ça. Et ce que j'espère, c'est que là, on est en train de passer du « on a raison » à « on peut gagner ». Il faut qu'il y ait un déclenchement. Et quel est l'enjeu, François Ruffin? Parce que vous dites, en gros, vous ramenez ça à Emmanuel Macron. Vous dites, en gros, qu'il faut lui envoyer un message, il faut l'empêcher d'aller au bout de ce combat qu'il a pour réformer le système des retraites. Quel est l'enjeu? Vous voulez le priver de pouvoir? Non, je veux que... s'il était un être fait de sagesse, il se dirait, compte tenu de la déchirure, des fractures de la société française, des fractures sociales engendrées par la crise Covid, avec des hyper riches d'un côté et avec ceux qui ont tenu le pays debout, qui sont pas récompensés, qui vont voir leur petit pouvoir d'achat rogné. Mais aussi des fractures politiques. Quand on sort d'une élection présidentielle où il est réélu mais sans élan, sans enthousiasme, avec un 2e tour face à Marine Le Pen et des gens qui font des efforts pour aller en se bouchant le nez mettre son bulletin dans l'urne, quand ensuite il y a des législatives où manifestement il y a 3 blocs qui apparaissent, quand dans un département comme le mien, la Somme, il n'arrive pas à envoyer la moitié de ses députés au 2e tour, Emmanuel Macron, ses candidats de la majorité présidentielle n'arrivent même pas au 2e tour. Quand le seul endroit où il y a une députée qui est élue dans la Somme, c'est dans les quartiers bourgeois d'Amiens, je pense qu'on a là un socle social qui est extrêmement réduit, un socle politique qui est réduit, et je dis dans ces moments-là, la République, on doit en prendre soin. On doit faire attention à ce qu'on fait. Ça veut dire que on a déjà un pays qui est déchiré. Et ben, je pense que ce que doivent faire les dirigeants dans ce temps-là, c'est veiller à le réparer, veiller à le soigner. Sinon quoi? Mais sinon 2 choses. Sinon, ça peut déborder. C'est la première chose. Mais il peut y arriver quelque chose de plus terrible que ça. Le plus terrible qui puisse arriver, c'est que le pays s'ancre dans le ressentiment, dans la résignation, dans la lassitude, et je sais vers quoi bascule naturellement le ressentiment, la lassitude et la résignation. Quand ça bascule vers quoi? Ça bascule vers l'extrême droite, ça bascule vers le Rassemblement national. Vous savez, quand on vient après, dans un moment comme ça, où 9 salariés sur 10 disent on veut pas de ça, 7 Français 10 sur 10 disent on veut pas de ça, et qu'à l'arrivée, si Emmanuel Macron fait comme s'il l'entendait pas, qu'est-ce que ça signifie pour les gens? Si c'est ça la démocratie, à quoi bon la démocratie? Et on produit un éloignement de la chose publique. Je voudrais revenir à ce que vous avez dit avant. Alors, on sait, vous niez la question de l'équilibre financier nécessaire pour assurer la pérennité du régime des retraites. Mais il y a quand même une autre raison. Il y a une raison qui est simplement démographique. Aujourd'hui, il y a un retraité pour 1,7 actifs. Donc, il y a un moment, il faut bien qu'il y ait un nombre d'actifs suffisant pour payer les retraites des retraités d'aujourd'hui. Je vais répondre à votre question. Je vais répondre. Je ne vais pas fuir cette question-là, mais je veux répondre d'abord. Entendez ce que je dis sur le sentiment qu'on met en danger mon pays. Qu'à un moment, si vous voulez, les économies prévues par ça, d'après la Direction générale du Trésor, c'est 0,1 point du PIB. On est en train de parler de la République. On est en train de parler d'un sentiment de dégoût qui s'installe dans les classes populaires, qui est déjà là depuis 20 ans, mais qui est en train de s'ancrer beaucoup plus profondément. D'un détachement de la République. Et ça, on le met en balance avec 0,1 point du PIB. Je vous dis juste, dans un moment comme celui-là, si on est président de la République, on doit faire preuve de sagesse et de tendresse à l'endroit de son pays. Maintenant, je vais vous répondre, et je vais vous répondre par une question. Ça fait 40 ans qu'il y a de l'informatique, qu'il y a du numérique, il y a de la robotique dans notre pays. Ça fait 40 ans qu'il y a des gains de productivité. Où ils sont passés? Je vous interroge.
De toute façon, vous me dites ça, mais les chiffres sont têtus. 1,7 pour un salarié. Donc, soit, mais en 40 ans, en 40 ans, on n'a pas cessé. Ah ben oui. Mais en 40 ans, regardez, il y a des écrans partout. Je vais vous répondre. En gros, ce que vous attendez comme réponse, c'est qu'on vous dise qu'il y a un problème sur le partage de la valeur. Vous savez, c'est ça le sujet. La question, pardon, on va aller au bout. Et c'est à 21h qu'on l'abordera. Non, mais il se trouve que le système des retraites à la française est basé sur une solidarité intergénérationnelle. Ce que vous dites, et on peut l'entendre d'ailleurs, ce que vous dites, c'est au fond, il faut sortir de ce système et aller chercher des recettes ailleurs. C'est-à-dire, non pas, ce ne sont plus les actifs... Vous répondez pour moi, là. Vous répondez pour moi. Non. Quand je vous dis... En tout cas, vous ne répondez pas à ma question. Où sont passés les gains de productivité dans la robotique, dans la numérique, voilà. Mais que proposez-vous alors? La première chose, je suis déjà venu pour dire... C'est dans les dettes. Non, mais... Pas du tout, mais c'est pas grave. Mais la première chose, elle est claire, c'est qu'il faut augmenter les salaires. Il faut indexer les salaires sur l'inflation. Et si vous indexez les salaires sur l'inflation, vous dire dans le partage de la valeur ajoutée. Vous savez, c'est le représentant de la CGC, des cadres donc qui est venu au nom de l'intersyndicale la semaine dernière en commission des affaires sociales et qui nous sort ça. Les données de la Banque de France montrent qu'entre 1997 et 2019, la part revenant aux salariés a baissé significativement de 53 à 54%, donc moins 5%. La part revenant aux actionnaires a triplé, passant de 5,2 à 15,8%. Bon, qu'est-ce qui se passe? Si vous donnez 2 points de plus au salaire, ça fait 12 milliards d'euros supplémentaires en cotisation sociale. Donc le premier point, si vous voulez respecter le travail, c'est d'avoir... Moi, je suis pour que les Français vivent de leur travail. Qui vivent de leur travail au présent, c'est le salaire. Et qui vivent de leur travail au passé, c'est la retraite, c'est le droit au repos. Vous voyez? Et donc, déjà, si on fait que les salariés sont correctement payés dans notre pays, qu'il n'y a pas 10 points de la valeur ajoutée qui, en gros, depuis 1983... Ça, pardon, pour que les gens qui nous regardent comprennent bien, ça veut dire ce que vous suggérez, c'est que par la loi, on décide d'indexer les salaires sur l'inflation. Ça s'est produit. Oui, par la loi. C'est pas la première fois que je viens défendre cette idée. Je la défends avec constance et je signale que 80% des Français sont d'accord avec l'idée de l'indexation des salaires sur l'inflation. Mais le gouvernement dit non. Pardon. Le gouvernement dit non. D'accord, mais excusez-moi, mais je suis dans l'opposition et vous savez, moi je viens au nom de la décence et du bon sens. Quand les Français, les manutentionnaires, les caristes, les auxiliaires de vie rendent service pendant la crise Covid et qu'on dit qu'on va les récompenser, le minimum, c'est que derrière, leur salaire ne soit pas grevé. C'est qu'au minimum, ça puisse évoluer en même temps que l'inflation. Voilà, c'est tout. Est-ce que vous dites que tout est à jeter dans cette réforme des retraites? Parce qu'il y a justement le geste qui est fait vers un minimum de retraite, une retraite minimum, alors encore à améliorer, mais en tout cas c'est la volonté du gouvernement. Sur l'emploi des seniors, on comprend bien la majorité ludique, l'idée est d'aller vers des mesures contraignantes, contraindre les entreprises à ne pas se séparer de leurs seniors, éviter ce genre de plan de départ. Est-ce que quand vous voyez ces différents chemins qui sont en train de se dessiner, vous vous dites qu'il y a quand même des mesures que vous allez pouvoir voter? Non, comme l'ont dit les syndicats la semaine dernière en intersyndical, les mesures qui peuvent être positives ne s'appliquent qu'à tout petit nombre de cas. Alors, il a été dit que, par exemple, sur les 1200 €, ça serait pour 58 personnes sur une étude sur 2,5 millions. Parce que c'est une étude qui date de 2015. Oui, bah d'accord, mais enfin, en tout cas, c'est un nombre. En tout cas, c'est un nombre très limité. Bon, par exemple, l'index senior, c'est vraiment se ficher du monde. Qu'est-ce que ça signifie? C'est pas du tout une mesure contraignante, alors qu'on a un gros problème. Non, mais l'idée, c'est d'aller vers du contraignant, c'est ce qu'il nous dit. Non, mais ça n'est pas le cas du texte. On l'a étudié, l'article 2, on a été toute la journée dessus en commission, donc on sait bien ce qu'il y a dedans. Je dis ça parce qu'Olivier Véran, sur ce plateau la semaine dernière, disait on pourrait aller vers des mesures contraignantes pour empêcher les entreprises de se séparer des seniors. J'en sais pas plus. Vous en savez pas plus parce qu'il n'y a rien de plus à savoir. Parce qu'il n'y a rien à l'intérieur de ce texte, parce que dès qu'on dit contrainte sur les entreprises, c'est la Macronie, il lui pousse des boutons. Vous voyez, contrainte sur les Français, il n'y a pas de problème pour leur dire pendant la crise Covid qu'ils peuvent pas sortir de chez eux, qu'il leur faut un papier pour aller à plus d'1 kilomètre, ainsi de suite. On peut mettre des contraintes sur les citoyens, pas de problème. Mais en revanche, qu'il y a des contraintes sur les entreprises, et y compris sur des entreprises à qui on accorde près de 200 milliards d'euros d'aide cette année, ça c'est impossible. Donc, qu'est-ce que l'index senior, puisqu'il n'y a que ça, c'est de dire qu'il doit y avoir la publication du nombre de seniors à l'intérieur de l'entreprise. Mais comme on l'a fait remarquer avec mon collègue Sébastien Jumel hier, de toute façon, ça existe déjà. On l'a fait en direct en commission des affaires sociales. On a sorti le bilan de Renault, Renault, Total et ainsi de suite. Il y a déjà la liste de combien il y a de seniors à l'intérieur de l'entreprise. Donc, franchement, pour l'instant, ils se fichent du monde.
Ils se fichent complètement du monde. Pour eux, il s'agit quoi? Il s'agit d'essayer de faire passer la pilule des 2 ans de plus. Et les Français, ils ont très bien compris. On fera toute la pédagogie du monde. Les médias s'y mettraient tant qu'ils voudront. Les Français, ils ont très bien compris une chose, cette réforme, dedans, c'est 2 ans de plus. C'est tout. Et autour de ça, il s'agit, pour faire passer la pilule, d'habiller un petit peu la mariée. Mais vraiment, les mesures qui sont en plus posées à côté, quand bien même elles pourront, pour les juristes, un petit peu positives parce qu'elles vont dans le bon sens, elles sont vraiment de l'ordre du dérisoire. C'est se moquer du monde. 2 ans de plus, travailler plus, c'est ce qu'a dit le président de la République lorsqu'il est intervenu sur le sujet le 31 décembre lors d'une émission de télévision. Il fait effectivement parce que travailler plus, parce qu'il faut assurer la pérennité du système de répartition. Non mais d'abord, le système de répartition, je vous le dis, il n'est pas en danger aujourd'hui. Il n'est pas en danger aujourd'hui. Je pense qu'on a des... Vous savez, si on veut parler économie sérieusement... Et demain, est-ce qu'il ne sera pas en danger? Non, en danger à l'horizon 2030. Non, ben à l'horizon 2030, vous savez, il y a des trucs où on a du danger. Quand je regarde, moi, le déficit commercial, 120 milliards de déficit commercial, c'est du jamais vu. C'est pas là, on est en train de parler qu'on aura peut-être 12 milliards de déficit des retraites dans quelques années. Cette année, maintenant, c'est 120 milliards d'euros de déficit commercial. C'est hallucinant. Et alors là, c'est pas un trou qu'on creuse. Enfin, je sais pas, on a pris un bulldozer pour y aller, pour faire une tranchée sur le déficit commercial, et ça n'apparaît pas dans le débat public. C'est un échec majeur que de creuser ainsi le déficit commercial et sans y apporter la moindre ligne de réponse. Donc, je vous le redis, au fond, c'est du détournement de débat ce qui se passe aujourd'hui sur le régime des retraites. Aujourd'hui, c'est un marqueur de l'autorité du président Macron. On est dans quelque chose de profondément politique. Ça, vous nous l'avez dit tout à l'heure. Franchement, vous croyez vraiment que c'est uniquement une affaire personnelle? Oui, je crois que marqueur d'autorité. Vous savez, Emmanuel Macron ferait ça uniquement parce qu'il aurait besoin de renforcer son autorité. Oui, ça le devient. Ça le devient très nettement. C'est d'un problème. Vous savez, quand il envoie le programme de stabilité à Bruxelles, c'est très clair. Il y a 2 choses qui sont mises en vis-à-vis. On va poursuivre les réformes structurelles et baisser les impôts de production sur les grandes entreprises. Et de une. Et comment on va financer ça? Par des réformes structurelles et notamment sur les retraites. Donc il dit voilà, on va venir donner davantage d'argent aux entreprises. Et comment on va financer ça? Sur les salariés. C'est comme ça qu'il le pose. Et je pense que c'est dans un premier temps, il a voulu rendre service, comme d'habitude, aux grandes entreprises et aux grandes fortunes de ce pays. Vous dites que c'est dicté par Bruxelles. Lecture de classe, vous me direz, venant de Ruffin, c'est pas trop surprenant. Bon. On en arrive à un deuxième temps. C'est que si vous regardez les réactions du MEDEF aujourd'hui, elles sont plutôt gênées. Ils n'ont pas vraiment envie de ça. Ils disent mais bon sang, qu'est-ce qu'il est en train de nous faire? De la réforme pendant le dernier quinquennat. Mais en tout cas, là, ils en veulent pas. Et je veux dire, timidement, pourquoi? Ils sont gênés, mais ils disent mais qu'est-ce qui va nous mettre le bazar dans le pays? Qu'est-ce qui va nous mettre le bazar dans nos entreprises? Vous regardez les réactions des chambres de commerce et d'industrie. Ils disent que c'est une bêtise du gouvernement. Vous regardez les patrons d'hôtellerie. Ils disent pareil. Ils disent mais on n'a pas besoin de ça en ce moment. Pourquoi? Parce qu'on a un pays qui est à cran. On a des salariés qui ont déjà le sentiment de ne pas être reconnus. Quelle devrait être la priorité dans notre pays? Je veux dire, tous les Français, ils ont envie de travailler. Ils ont envie d'aider leur pays. Ils ont envie d'aider leur pays à se remettre debout. Vous regardez qu'est-ce que c'est les piliers de la nation. Vous avez l'école, où on a maintenant les hussards noirs qui sont recrutés en job dating. Est-ce que vous croyez qu'en disant que il va falloir repousser l'âge de la retraite encore plus longtemps, ça va être de nature à attirer des enseignants qui sont motivés dans ce domaine-là? François Ruffin, si je me fais 2 secondes l'avocat du diable. C'est-à-dire de qui, plus précisément? Tout le monde vous dit, et là j'invente rien, que grosso modo l'État abonde tous les ans. Parlons pas de 2027 ou de 2030 ou 35. Aujourd'hui, tous les ans, l'État abonde à hauteur d'environ 32-33 milliards d'euros les régimes de retraite de la fonction publique et les régimes spéciaux. Ces 30 milliards d'euros-là, ce que dit le gouvernement, c'est on pourrait les utiliser à autre chose, justement pour défendre les fameux services publics que vous défendez, l'hôpital, l'éducation, les transports, mille sujets. Ça, il faut bien y répondre d'une manière ou d'une autre. Pourquoi il y a à dépenser sur ces régimes-là? À partir du moment, c'est ce qui s'est passé pour les mineurs. À partir du moment où on fait disparaître les mineurs, eh bien forcément, il y a beaucoup moins de mineurs actifs que de mineurs qui sont en retraite au fur et à mesure. Donc il y a de plus en plus à abonder en ce sens. Quand on décide qu'on n'a plus besoin que d'un fonctionnaire sur 2, qu'est-ce qui se passe? Eh bien vous avez de moins en moins de cotisants pour les personnes qui sont à la retraite. Donc de toute façon, quel que soit l'âge de départ en retraite, aujourd'hui, il y aura abondé dans ces caisses-là, simplement parce qu'on a choisi qu'on n'a plus besoin que de remplacer un fonctionnaire sur 2. Le raisonnement. Ce que vous proposez, c'est donc d'augmenter les salaires et, si j'ai bien compris, d'embaucher des fonctionnaires. En tout cas, c'est bien ça le sujet. Il faut identifier. Je dis pas, je vais pas vous refaire toute la politique économique maintenant. Non, mais je vous dis, en tout cas, sur les salaires, il faut être très net. Oui, il faut augmenter les salaires dans ce pays. Oui, ça c'est très net.
Je veux dire, il y a un rattrapage salarial à opérer qui va pas se faire tout seul. Et donc, embaucher des fonctionnaires. Et il y a 3 milliards de dettes. Et il y a sans doute... Non, écoutez, les dettes, ce sont pas les salariés qui ont créé. Pourquoi on a des dettes? Je veux bien me lancer là-dedans. Quand vous faites 120 milliards de déficit commercial. J'ai amené mes petits papiers qui montrent quels sont les pires moments où on a créé de la dette. C'est sous Sarkozy et c'est sous Macron. Mais vous savez pourquoi? Le problème n'est pas un problème de dépenses. Non. La crise du Covid, 500 et sous Sarkozy. Non, Sarkozy, il y a quand même la crise financière. Écoutez, même sous Macron, dans les premières années de Macron, vous avez déjà, ça creuse le déficit budgétaire. Pourquoi ça creuse le déficit budgétaire? Parce que vous avez deux choses. Vous avez les dépenses, mais vous avez surtout les recettes. Si vous choisissez de ne plus avoir un certain nombre de recettes, vous creusez le déficit budgétaire. Alors, la politique d'attractivité des entreprises, elle a quand même permis de recréer les emplois. Écoutez, je veux bien la politique d'attractivité du pays. Est-ce qu'il était nécessaire de supprimer l'impôt de solidarité sur la fortune? Est-ce qu'il était nécessaire de faire la flat tax? Est-ce qu'il est nécessaire de faire revenir les entreprises? On en parle non, mais c'est pas ça. Non, mais le chômage a baissé, c'est une réalité aujourd'hui. D'abord, moi je veux bien y aller. Allez, on y va tous azimuts. Le chômage, il a baissé, tout est formidable. C'est une réalité, François Ruffin. Écoutez, comment le chômage baisse? Vous avez une explosion des statuts d'auto-entrepreneur. La grande transformation du travail à l'ère Macron, c'est l'explosion du statut d'auto-entrepreneur. Il y a une recherche de main-d'œuvre aussi. Mais oui, pourquoi il y a une recherche de main-d'œuvre? Parce qu'il y a un certain nombre. Moi, je suis pour que les gens puissent vivre de leur travail. Oui. Vivre de leur travail. C'est une bonne nouvelle que le chômage baisse. Le salarié est précieux. Je trouve que c'est une très bonne nouvelle que le chômage baisse. Maintenant, j'aimerais bien que les gens aient des emplois de qualité. C'est-à-dire qu'ils puissent construire leur vie sur le travail. Ils puissent ne pas avoir d'inquiétude sur comment on remplit son frigo et comment on fait son plein, sur est-ce que dans 3 mois je serai encore dans la même entreprise, est-ce que je vais devoir à nouveau chercher un boulot ailleurs. Or, ce qu'on aperçoit, c'est une très grande précarité des emplois. D'accord? Par le statut d'auto-entrepreneur qui explose, par les CDD et les intérims qui sont très importants dans notre pays, qui ont triplé dans la durée. Voilà ce qui est. Donc maintenant, il faut du travail, mais l'enjeu aujourd'hui, c'est d'avoir du travail de qualité. C'est d'avoir du travail de qualité au niveau du salaire, au niveau des horaires, au niveau du sens qu'on donne à son travail. Et vous regardez l'évolution, je vous disais tout à l'heure, sur la charge physique des salariés, mais la charge psychique. Dans les années 80, on est passé de 6% des salariés qui subissaient 3 contraintes psychiques, c'est-à-dire terminer ses tâches dans l'heure, être multitâche et ainsi de suite. De 6%, on est passé à 35%. Vous m'avez pas répondu tout à l'heure. Vous m'avez pas dit comment on fait pour augmenter les salaires, notamment dans les entreprises privées. Comment le pouvoir politique impose aux entreprises privées. En tout cas, il me semblait vous avoir répondu, mais c'est pas grave. Vous m'avez répondu indexation des salaires sur l'inflation. Ah oui. Je vous réponds déjà ça aujourd'hui. Oui, je vous réponds aujourd'hui. C'est quelque chose, vous savez, qui a existé en France jusqu'en 1983. Vous êtes au courant. Jusqu'en 1983, on a à ce moment-là coupé le lien entre les salaires et l'inflation. Qu'est-ce qui s'est passé? Et en fait, la grande chute de la part des salaires dans la valeur ajoutée, elle date de ces années 80. Elle date de ces années 80. La désindexation des salaires a produit ça. Vous savez, il y a déjà un certain nombre de salariés qui, en cette année où l'inflation officielle est aux alentours de 6%, mais vous savez que sur les bas salaires, en vérité, comme on dépense tout dans des dépenses de consommation, et notamment dans les produits alimentaires en supermarché, on est vraisemblablement plutôt autour de 7-8%. Dans des coins à la campagne où il faut sa voiture pour se déplacer et où on doit se chauffer au fioul, on est à 9-10% d'inflation. Si jamais déjà on avait les manutentionnaires, les caristes, les auxiliaires de vie qui avaient très clairement leur salaire qui était indexé sur l'inflation, sur cette inflation réelle, ça ferait déjà du grand changement pour eux. Donc déjà, je suis preneur de ça. Je suis preneur, en général, d'une reconnaissance beaucoup plus nette des travailleurs de la seconde ligne, qui ont encaissé la crise Covid et qui n'ont reçu aucune récompense et qui aujourd'hui sont remontés à bloc parce qu'ils sont les premiers qui sont pénalisés par cette réforme-là.